Bonjour à tous, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcasts La Prospective. À travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir. Et dans cet épisode, je reçois Diane Le Tourneur, actuellement doctorante dans le domaine de la microbiologie. Nous avons déjà discuté dans une première partie des pandémies naturelles que je vous invite à aller écouter puisqu'on pose certaines bases. Dans ce podcast, nous allons nous intéresser à l'ingénierie de pandémie ou pandémie artificielle. La conversation est disponible en vidéo sur YouTube ou en audio sur votre plateforme de podcast préférée. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir via nos contenus premium sur le site theflares.com ou encore de partager ce podcast, écrire une revue, etc. C'est une façon simple et rapide pour nous donner un véritable coup de pouce. On vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. L'Internet des objets, l'intelligence artificielle vous intéresse ? Accédez aux derniers livres audio, podcasts et livres électroniques en un seul endroit. Trouvez votre source d'inspiration sur farnell.com/multimédia. Farnell, votre fournisseur de produits électroniques et industriels. Bienvenue sur le podcast de Flares. Ok, merci Diane. Donc on se retrouve pour discuter après un premier épisode où on a discuté des pandémies naturelles, des différents risques qui existent dans la nature, donc de virus, d'épidémies qui peuvent causer des pandémies dans le futur. Là, on va s'intéresser plus à ce qu'on appelle des pandémies artificielles, ou alors peut-être un autre terme, ça pourrait être l'ingénierie de pandémie. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, tu me diras. Bon, en tout cas, peut-être qu'on pourrait commencer par parler d'info-hasard, parce que forcément, quand on discute de ce sujet, une crainte, c'est qu'on pourrait donner des mauvaises idées à des gens. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concept de info-hasard ? Tu pourrais peut-être le décrire en quelques mots. Cette fois-ci, j'ai préparé cette partie du podcast avec toujours 3 membres d'Efficience qui sont Quentin Didier, Rémi Andreoletti et Erwan Salar. Et du coup, pour répondre à la question sur ce qu'est un info-hasard, je vais utiliser la définition de Nick Bostrom de la faculté de philosophie d'Oxford, qui définit info-hasard comme des risques associés à la diffusion d'informations vraies qui pourraient causer des dommages ou permettre à quelque agent de causer des dommages. Donc l'idée, c'est que toutes les informations ne sont pas bonnes à être reçues par le plus grand nombre pour des questions de sûreté. Ce terme d'info-hasard, il me semble que c'est assez intuitif en ce qui concerne la défense nationale, par exemple, avec le fait qu'on n'a pas intérêt à donner le mode d'emploi pour créer une arme nucléaire. Mais en fait, c'est plus large que ça et c'est vrai également pour la recherche. Parce que par exemple, ces info-hasards peuvent être soit des connaissances fondamentales, comme par exemple l'idée d'utiliser certains agents biologiques comme armes bioterroristes, ou bien l'info-hasard, c'est directement des données concrètes. C'est-à-dire que ça peut être par exemple la séquence d'une toxine bactérienne qui pourrait être dangereuse si mal utilisée. Donc en plus du fait que les info-hasards peuvent être des connaissances ou bien des données concrètes, on peut avoir parfois l'absence d'information ou la culture du secret qui constitue également un info-hasard en montrant éventuellement les données qu'on n'a pas envie de diffuser et qui pourraient être intéressantes pour des bioterroristes. Enfin, pour donner du coup d'autres exemples concrets d'info-hasard en biosécurité, dans le cadre du bioterrorisme par exemple, si les organismes de défense publiaient la liste des agents pathogènes qu'ils étudient, ça donnerait aussi l'information sur les agents pathogènes qu'ils n'étudient pas et donc sur les failles de sécurité de ces systèmes de réponse au bioterrorisme. C'est un problème parfois de communiquer dessus, même s'ils sont déjà publiés, parce qu'on peut augmenter encore le risque d'avoir des dommages si on attire l'attention sur des info-hasards existants. Donc même si c'est publié, c'est toujours un peu sensible d'en parler, parce que ça augmente encore le risque. Il me semble, je ne sais plus si ça a un nom, mais il me semble avoir entendu l'essai Barbara Streisand. Alors, je crois que c'est une anecdote ou un truc du style, je me rappelle plus exactement des détails, mais c'était Barbara Streisand, je crois que c'est une actrice chanteuse, quelque chose comme ça en Amérique, peut-être plus dans les années 80. Aujourd'hui, je ne sais pas trop si elle est encore active, mais en tout cas, il y a une époque où il y avait quelque chose qu'elle voulait absolument pas qu'on le sache sur sa vie privée, je ne sais plus c'était quoi. Et forcément, le fait de dire, il y a ça que je ne veux pas qu'il soit révélé, ça a attiré les curieux et ça a tenu une semaine, quoi. Le truc, il a été divulgué forcément parce que c'est comme tu disais, dire il y a un secret, il y a quelque chose qu'il ne faut pas dire, forcément c'est un petit peu comme dire ne regarde pas par la fenêtre. Quelqu'un va forcément se dire je vais aller voir quand même, pourquoi je ne devrais pas regarder par la fenêtre, ouais. Bah oui, c'est exactement ça. Très, très bon exemple. Mais après, pour les info-hasards, je pense un dernier point peut-être, c'est que parfois, ça peut déranger ce concept si on ne le connaît pas très bien parce que ça semble être en contradiction avec la science ouverte, qui est un mouvement
qui vise à promouvoir des publications qui seront en libre accès et également plus de partage des données brutes utilisées pour obtenir les données qui permettent de faire les articles scientifiques. Je pense que c'est pas du tout une contradiction en fait de à la fois faire attention à pas divulguer des informations sensibles et à la fois permettre un meilleur partage des outils méthodologiques et tout simplement du matériel de recherche, et que c'est toujours une histoire de balance entre bénéfices et risques, et que on pourrait très bien faire attention aux infos hasard dans la science ouverte en tout simplement ne diffusant pas les détails méthodologiques qui pourraient être dangereux, ou alors seulement avec une demande d'accès, par exemple, justifiée par les personnes qui auraient besoin de ces détails méthodologiques. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, dans cette conversation qu'on va avoir, forcément, on parle donc de biorisques, de risques biologiques catastrophiques planétaires, ou voire qui pourraient causer des risques d'extinction. Donc, on va faire attention à ce qu'on va dire, mais d'une manière générale, on verra si jamais dans la conversation tu me dis ça, je préfère éviter d'en parler. Soit je couperai ça au montage, soit on mettra une petite alerte avant d'en parler. Mais en tout cas, voilà. Donc voilà, quelle est la définition d'une pandémie artificielle par rapport à une pandémie naturelle, ce dont on a parlé dans le premier épisode? Oui, en effet, déjà pour pandémie artificielle, il n'y a pas de définition consensus, mais je vais proposer une définition qui me semble recouper à peu près la manière dont ce terme est utilisé par le plus grand nombre. Je dirais qu'une pandémie artificielle, c'est une pandémie causée par un agent biologique issu d'une fuite de laboratoire, soit involontaire, soit bioterroriste. Et donc avec cette définition, l'agent biologique, ça peut être virus ou bactérie, soit OGM, donc organisme génétiquement modifié, soit c'est un agent biologique non modifié en laboratoire, mais qui fuite d'un laboratoire. Et on a des exemples comme ça d'agents biologiques qui ne sont pas forcément modifiés génétiquement par des scientifiques, mais qui ont fuité de laboratoire et causé des épidémies, comme c'était le cas en 1977 par exemple, où on a vu une réémergence assez surprenante de la grippe H1N1. Forcément, les scientifiques se sont demandé quelle était l'origine de ce virus. Ils ont fait des alignements de séquences et ils ont observé que ce virus était semblable à celui qui avait causé les épidémies de grippe des années 50. Donc là, dans cet exemple, c'est un organisme non modifié génétiquement, mais qui sort d'un laboratoire et qui donc cause une réémergence de grippe. Et pour l'instant, on n'a pas d'exemple d'épidémie qui serait causée par des OGM. Mais c'est un risque qui est envisageable et envisagé dans les scénarios possibles de pandémie artificielle. Oui, donc c'est finalement, on pourrait presque dire que tout ce qui rentre pas dans la catégorie pandémie naturelle, finalement, par presque opposition, serait une pandémie artificielle. Après, je pense que ça peut-être le côté plus brutal des pandémies artificielles, avec un agent biologique qui se retrouve soudain diffusé à un endroit où il n'est pas forcément présent à bas bruit, soit dans la population, soit dans l'environnement. Lorsqu'on parle d'organismes génétiquement modifiés, on parle de ce qu'on appelle la biologie synthétique. En tout cas, c'est un aspect de la biologie synthétique. C'est un terme moi que je vois souvent en anglais. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est utilisé couramment en français, mais en quoi consiste la biologie synthétique? On voit le terme aussi en français. On voit biologie de synthèse ou biologie synthétique. Je crois plus souvent biologie de synthèse peut-être. Ouais. Cette fois encore, je vais m'inspirer d'une définition qui est déjà utilisée par des experts, avec celle donnée par François Képès dans le journal du CNRS. Et ils définissent ce domaine de la biologie comme le fait d'appliquer les principes de l'ingénierie à des systèmes biologiques, comme les cellules. Donc, je pense pour comprendre la biologie de synthèse, il faut déjà avoir un minimum une idée du fonctionnement des cellules. Donc, pour faire simple, on a une information génétique qui est codée sous forme d'ADN et qui permet d'exprimer différentes protéines qui accomplissent les fonctions nécessaires à la bonne survie des cellules. Donc, avec différentes séquences d'ADN, on obtient différentes protéines et donc différentes fonctions cellulaires. Et on a des intermédiaires entre l'ADN et les protéines qui sont les ARN. Et donc tout ce système peut être vu pour la biologie synthétique comme des circuits semblables aux circuits électroniques. Et l'idée, c'est soit de modifier ces circuits, soit d'en créer des nouveaux, c'est-à-dire de créer des systèmes biologiques. Peut-être ce sera plus concret avec quelques exemples. Ouais. Par exemple, certaines expériences consistent à faire des cellules avec le minimum d'informations génétiques nécessaires pour qu'elles survivent. Ou alors, il y a d'autres exemples où on peut faire exprimer de l'insuline par des bactéries. Et cette insuline peut ensuite être délivrée comme traitement à des personnes diabétiques. Donc on a pas mal d'applications comme ça de biologie synthétique, que ce soit pour avoir des connaissances fondamentales en recherche biologique, ou alors avec des perspectives thérapeutiques.
Et si on parle là de biologie synthétique pour les pandémies artificielles, c'est parce que, comme pour tous les progrès technologiques, il y a des risques associés et on assiste à une sorte de démocratisation des outils de la biologie moléculaire avec la biologie synthétique qui permet notamment de créer de l'ADN. Par exemple, des acheteurs peuvent envoyer des séquences d'ADN à des industries qui, en échange, leur fournissent de l'ADN synthétique. Et les prix sont relativement bas. Pour donner un ordre d'idée, pour commander une séquence de 150 paires de bases, donc c'est tout petit, hein, il faudrait des centaines d'euros, sachant qu'une toxine bactérienne ou alors une protéine d'enveloppe virale fait plusieurs milliers de paires de bases. Donc c'est plus cher. Mais quand même, ça reste assez bas, sachant que les prix de synthèse d'ADN ont diminué d'un facteur 250 en 10 ans entre les années 2000 et 2010. Donc on peut s'attendre à ce que ça diminue encore les prix et que ça devienne de plus en plus accessible de commander comme ça de l'ADN synthétique. Et pourquoi ça inquiète, le fait que ça devienne de plus en plus simple de commander des séquences d'ADN synthétique? C'est parce qu'on pourrait imaginer que des personnes avec de mauvaises intentions veuillent commander des séquences de toxines ou bien des séquences peut-être de variole humaine ou comme ça d'agents biologiques dangereux. Et c'est pourquoi, dès 2010, on a eu le département de la santé des services sociaux des États-Unis qui a publié des recommandations adressées aux industries qui font de l'ADN synthétique pour les encourager à vérifier la nature des séquences commandées pour limiter les risques. Et également, on a la majorité des grosses industries qui produisent de l'ADN synthétique qui sont en consortium international, qui ont également des protocoles harmonisés de surveillance des commandes, donc avec une première version en 2009, mise à jour en 2017. Et on estime qu'il y a environ 80% des industries qui produisent de l'ADN synthétique qui sont dans son consortium et donc qui s'engagent à vérifier que les séquences qu'ils produisent ne sont pas des séquences de pathogènes dangereux. Par exemple, ils s'engagent à ne pas produire des séquences trop proches des séquences du virus de la variole humaine. Et pour les 20% des industries restantes, on ne sait pas vraiment s'il y a des contrôles effectués ou pas sur les commandes d'ADN. Mais en tout cas, donc, comme il y a ce risque éventuel que des séquences dangereuses soient commandées, il y a notamment la fondation Secure DNA qui cherche à trouver des solutions et essayer au mieux de pouvoir contrôler la commande des séquences d'ADN sans non plus révéler quelles séquences sont potentiellement dangereuses. Donc sans faire de info hasard. Ouais. Donc ça, finalement, ce nouveau risque a émergé, ça fait à peu près 15-20 ans qu'on commence à se dire, tiens, ça, c'est peut-être un risque quand même, faut surveiller, il faut mettre en place des réglementations, des barrières. C'est vrai qu'on a l'impression que comme pour tous les progrès technologiques, on met un petit peu de temps avant de réaliser qu'il y a des risques associés et donc avant d'implémenter des mesures de sécurité en parallèle des progrès technologiques. Non, parce que tu disais que donc, les coûts ont vraiment baissé pour la création d'ADN, les brins d'ADN synthétique, quoi. Donc, qu'est-ce qui explique que ça soit moins cher qu'avant? Est-ce qu'il y a quelque chose comme la loi de Moore pour la biologie Je pense, il y a plusieurs facteurs. En effet, c'est le progrès des outils et peut-être aussi une meilleure automatisation. En fait, on a, comme pour beaucoup d'avancées en biologie, des protocoles découverts qui, au départ, sont un peu laborieux avec beaucoup d'étapes et après, on arrive à les optimiser pour qu'il y ait moins d'étapes et que donc on puisse produire peut-être plus d'ADN en un temps plus réduit. Oui, puis c'est finalement une extension ou une conséquence, je dirais plus, des NBIC, le fait qu'il y a une convergence entre informatique, biologie, neurosciences et tout ça, qui fait que les améliorations dans un domaine se répercutent sur un autre et on a un effet boule de neige comme ça. Il y a un truc aussi qui était marrant, je me rappelle avoir vu pas si longtemps que ça, quand on parle de biologie de synthèse comme ça, parce que le mot synthétique, il a une résonance particulière, notamment, on a l'impression que c'est robotique, quoi, presque synthétique. En tout cas, il y a vraiment la dimension artificielle, et je me rappelle avoir lu un article comme quoi il y avait eu, pour la première fois, un organisme qui avait comme mère la biologie et comme père un ordinateur. Alors, c'est évidemment une sorte de... un peu comme on appelle ça, clickbait, quoi. Mais en gros, c'est vraiment de l'ingénierie biologique, c'est-à-dire qu'il y avait des informations instruites par l'informatique, qui avaient été codées dans des cellules, probablement, pour donner une nouvelle fonction à un organisme. Probablement la première fois que ça a été fait ou une des premières expériences comme ça. Donc ça montre vraiment que cette envie d'utiliser la biologie comme un outil, finalement, pour les humains, pour
faire quelque chose que les humains voudraient. Comme tu disais, que certaines bactéries produisent de l'insuline alors qu'elles ne le produisaient pas avant, c'est changer la fonction d'un organisme. On voit bien l'intérêt pour la santé, pour la recherche. Je pense que c'est tout ça aussi qui fait baisser le coût d'entrée. Et finalement, c'est ce qu'on appelle dual use, une sorte à deux usages. Alors peut-être qu'on pourrait en parler. Qu'est-ce qu'on entend par là, cette espèce d'application à deux usages ou à dual use en anglais? Je pense je vais un peu faire la différence entre juste double usage et double usage à risque. Parce que j'ai l'impression que là, ce qui nous intéresse, c'est double usage à risque. Oui. Pour reprendre la définition de l'OMS, elle définit les recherches duales à risque comme des recherches en sciences de la vie qui sont effectuées dans une perspective d'amélioration de la santé publique, mais qui pourraient être appliquées de manière nuisible. Donc, pour simplifier la définition, il s'agit de recherches en biologie qui pourraient être nuisibles soit parce que des personnes malveillantes pourraient en faire un mésusage, soit parce que leur dissémination dans l'environnement par fuite de laboratoire involontaire pourrait avoir des effets délétères sur la santé humaine, vétérinaire ou même sur la santé du règne végétal, par exemple. Pour ça, on a différents types de dual use en recherche. Le premier, c'est les recherches gains de fonction. Donc ça, on a un peu commencé à en parler en vrai avec la définition de la biologie synthétique. Donc il s'agit du fait de modifier génétiquement des agents biologiques pour leur faire acquérir une nouvelle fonction. Donc ça, c'est la définition plus large du terme gain de fonction. Mais ici, je pense que celui que j'ai utilisé pour le podcast, c'est une définition un peu plus restrictive, où en gros, on utilise ce terme pour, en effet, des modifications génétiques, mais qui visent à augmenter la virulence, la contagiosité, ou bien la gamme d'hôtes des agents biologiques. Donc gamme d'hôtes, c'est-à-dire le nombre d'espèces qui pourraient être infectées. Pour ces recherches gains de fonction, on va dire à risque, puisque bien évidemment, on remarque que ça paraît dangereux d'augmenter la virulence d'un pathogène. Il y a deux grands types de recherches gains de fonction. Donc le premier, c'est en virologie. C'est des recherches qui consistent à hybrider différents virus afin de créer un nouveau virus, potentiellement plus dangereux. Pour donner un exemple d'une telle expérience, il y en a une qui a été effectuée l'année dernière et qui a fait exprimer la protéine d'enveloppe du variant Omicron par un variant plus ancien de Wuhan, du SARS-CoV-2. Donc on voit ainsi que les chercheurs ont fait une fusion entre un virus très virulent et peu contagieux et un virus moins virulent mais très contagieux. On se rend compte des risques potentiels associés à ce type de recherche qui un peu pourrait faire éventuellement des armes bioterroristes si jamais les personnes sont mal intentionnées ou tout simplement qui pourraient faire un virus dangereux qui se dissémine dans la nature. Donc en plus des gains de fonction, du coup, si on s'intéresse du coup aux recherches duales à risque, il y a d'autres types de recherches qui visent à créer des virus de nouveau. Donc c'est-à-dire que peut-être en commandant des séquences d'ADN synthétiques en ligne via des industries, c'est possible de les assembler et de créer un nouveau pathogène ou de recréer un pathogène qui était éteint. Et ça, on a déjà des exemples de telles expériences qui ont été faites. La première fois, ça a été en 2002, avec la création du virus de la poliomyélite. Et il y a eu d'autres recherches, comme par exemple en 2018, où cette fois-ci, les chercheurs ont comme ça commodé de l'ADN synthétique et recréé le virus de la variole équine, qui pourtant était éteint. Et ça pose question parce que les détails méthodologiques ont été publiés. Et donc, il y a eu pas mal de débats suite à la publication de cette recherche en soulignant que on a publié le protocole pour recréer un virus de la variole qui, certes, n'est pas le virus de la variole humaine, mais on pourrait craindre que la même méthode soit employée pour le virus de la variole humaine qui, lui aussi, est éradiqué. Ça, c'était, juste pour un peu de contexte, c'était quand? C'était en 2018. C'est récent. Oui, assez. Bon, bien sûr, les protocoles publiés pourraient pas être utilisés par des personnes qui n'ont pas un minimum de connaissances fondamentales et pratiques en virologie parce que c'est pas assez détaillé pour pouvoir refaire les expériences. Mais ça pose quand même, ce genre de recherche, la question de la balance bénéfice-risque, parce qu'ici, les bénéfices qui étaient mis en avant pour publier ce type de recherche étaient d'éventuellement pouvoir créer des vaccins
Alors que là, le virus qui a été recréé, il n'existe déjà plus dans la nature, donc ça pose quand même question, cet argument. Ouais, ça me paraît vraiment être là, effectivement, pourquoi on l'a fait? Parce qu'on pouvait le faire. Il y a cette réplique dans un film, je crois que c'est Prometheus, pas film assez moyen, mais dans l'univers alien, bref. Et à un moment donné, il y a un androïde, hein, c'est un autre scénario, mais il y a un androïde, voilà, humain, machine, quoi, qui discute avec un humain et il demande pourquoi vous m'avez écrit. Et l'humain, il dit, bon, parce qu'on pouvait le faire. Presque sans réfléchir aux conséquences. Et finalement, évidemment, ça tourne mal. Et je trouve que parfois, dans ce genre voilà, de recherche scientifique, on a cette impression presque de la science pour la science sans vraiment regarder les bénéfices. Ok, on va essayer de faire quelque chose parce qu'on se dit qu'on peut le faire et peu importe les barrières, on les fait tomber pour la gloire de l'humanité, de la science ou autre. Et c'est intéressant comme débat, je pense, parce qu'on peut se demander est-ce que tout est intéressant à chercher? Parce que évidemment, je pense que le paysage des découvertes scientifiques est large. Il y a énormément de choses à découvrir. Il y a peut-être des choses qu'on ne devrait pas découvrir. Enfin, peut-être que le système également de publication scientifique, ça pousse les chercheurs à faire des choses que les autres n'ont pas fait. Enfin, j'ai d'autres exemples comme ça, mais de recherche gain de fonction dont on pourra parler après, où c'est des recherches qui posent question. Ça a été pas mal débattu avant que les articles soient publiés, et pourtant, ils ont été publiés dans les plus grosses revues en biologie, Nature et Science. Donc ça veut dire que des expériences dangereuses qui pourraient éventuellement avoir des effets délétères sont quand même très bien perçues par les maisons d'édition et arrivent à être publiées dans les grands journaux. Alors, je ne sais pas si tu as fini ce dont tu étais en train de parler, parce que je pense qu'on a fait une petite diversion. Oui, j'avais quand même envie de rajouter quelques points, parce que là, j'ai donné les exemples de double usage, donc avec le gain de fonction et la recréation de virus, où en fait, avant même l'expérience, on peut réaliser qu'il y a des risques possibles. Alors que il est fort possible qu'il y ait des résultats inattendus en recherche et qu'on se lance dans une expérience qui est de routine, qui est faite dans énormément de laboratoires et qu'au soudain, on ait un résultat inattendu et où donc faut quand même une culture du risque de double usage, même si on n'a pas l'impression de faire des recherches double usage. En gros, l'idée, c'est qu'il y a déjà eu certaines expériences qui consistaient à introduire un gène inoffensif dans des bactéries ou des virus. Et oui, ça a avéré que ce gène les rendait plus virulents, alors que c'était pas du tout prévisible de base et c'était pas l'objectif des chercheurs. Ou même, parfois, ôter un gène peut rendre l'organisme plus virulent. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut pas forcément prévoir. Et ça a été le cas d'une équipe qui faisait des études sur le MERS, qui ont ôté un gène et qui se sont aperçus que ce virus était devenu plus virulent. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est intéressant parce que on est un peu presque dans les inconnus, quoi, finalement. On fait quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir. Donc oui, en termes de... Je pense que là, on a mis un peu les pieds dans le plat, on va dire, la recherche des gains de fonction. Du coup, la question qui se pose, c'est déjà pourquoi ça existe? J'imagine que voilà, il y a une recherche pour apporter des bénéfices à l'humanité. Donc, quels pourraient être ces bénéfices? Je parle des gains de fonction dans le but d'augmenter la virulence. Ouais. Et ça, donc en gros, les gains de fonction à risque, peut-être que c'est mieux posé, parce qu'effectivement, un gain de fonction, ça pourrait être simplement donner un organisme. J'imagine la capacité à produire de l'insuline pour les bactéries, c'est un gain de fonction finalement. Donc, voilà, toutes les gains de fonction ne sont pas problématiques, mais à moins que ce truc-là aurait pu aussi mal tourner, on ne sait pas finalement. Les scientifiques qui ont fait ça, ils se sont dit tiens, on va donner la capacité de produire de l'insuline, ça se trouve, elles vont avoir une mutation qu'on n'avait pas prévue et devenir pathogène, je sais pas. En tout cas, ouais, quel genre de bénéfices on s'attend généralement quand on fait ce genre d'expérience? En tout cas, déjà, pour gain de fonction, il n'y a pas vraiment de définition consensus. Enfin, c'est vrai que ça peut être utilisé donc soit au sens large, juste ajouter une fonction, et dans ce cas, il y a plein de bénéfices qui peuvent être tirés, comme par exemple, c'est le principe de base de la vaccinologie, de faire des virus vivants atténués pour pouvoir entraîner notre système immunitaire avant qu'on rencontre le vrai virus. Mais c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser une définition plus restreinte de gain de fonction qui concerne surtout donc les expériences à risque, avec le fait d'ajouter une fonction qui est d'augmenter la virulence, transmissibilité ou la gamme d'autres. Moi, j'avais
mentionné comme ça les gains de fonction qui peuvent être création de virus chimériques, mais il y a aussi un autre type de gain de fonction qui est de faire des passages successifs de virus sur des cellules humaines. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver à prédire si jamais un virus qui infecte d'habitude l'animal pourrait éventuellement franchir la barrière d'espèce et infecter des cellules humaines. Et par passage successif, on entend de mettre le virus qui infecte d'habitude les animaux sur des cellules humaines, puis ensuite de prendre le surnageant de ces cultures et de le mettre sur des cellules humaines qui n'avaient jamais vu le virus avant, et de faire ça ainsi de suite, ce qui induit une pression de sélection qui favorise la propagation d'éventuels variants qui, eux, auraient des mutations qui permettraient comme ça d'infecter les cellules humaines. Donc ça, c'est un type d'expérience qui est effectué relativement souvent pour arriver à savoir si un virus pourrait infecter l'humain, mais qui peut poser problème dans le cas où on fait trop de passages. C'est-à-dire où le nombre de passages n'est pas du tout représentatif de ce qui pourrait arriver dans la nature et où on se retrouve à faire du forçage génétique et à créer des virus qui n'auraient jamais été sélectionnés dans la nature. Est-ce qu'on le sait, on a à l'avance généralement combien de... En moyenne, je ne sais pas comment on peut prédire combien de passages il faudrait à la nature pour que le virus se transmette à l'homme? Ça, c'est une excellente question et en effet, ça fait partie des choses un peu compliquées à déterminer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le nombre de passages serait beaucoup plus élevé, par exemple, si on prendrait une situation avec un élevage intensif où on pourrait avoir des passages de virus de plein d'animaux différents avant d'arriver à l'humain, que si on est dans l'environnement avec quelques animaux sauvages éventuellement qui rentrent en contact avec l'humain de manière occasionnelle. Là, ça fait partie du flou dans la définition de gain de fonction et dans là où se trouve le risque. En tout cas, on a eu des exemples de tels forçages génétiques qui ont été effectués avec 2 laboratoires indépendants qui avaient fait des mutations dirigées sur des virus de la grippe H5N1 qui est une grippe qui normalement n'a pas de transmission interhumaine ou quasiment pas et qui se transmet de l'oiseau à l'humain. Et donc ils ont modifié le virus et fait des passages successifs chez le furet. Et les 2 ont obtenu un virus qui arrive à avoir une transmission entre mammifères alors que le virus d'origine ne le peut pas. Donc d'un côté ça montre que c'est possible qu'éventuellement le virus H5N1 puisse se transmettre entre mammifères et donc possiblement peut-être entre humains. Et d'autre part, ces 2 laboratoires ont créé des virus dangereux. Et c'était l'exemple que je mentionnais avec 2 études potentiellement dangereuses où il y a eu beaucoup de débats avant que ce soit publié, mais où il y en a une publiée dans Nature et l'autre dans Science au final. L'envie d'un scientifique, d'une équipe de chercheurs, de savoir combien de passages il faudrait, c'est dans un but de prévenir, de prévoir peut-être une future pandémie dans une zone donnée avec un certain type d'animaux, de virus, tout ça? Oui. Donc les principaux objectifs, en effet, c'est d'anticiper les futures pandémies, c'est-à-dire d'anticiper l'évolution des virus pour voir comment ils pourraient devenir plus dangereux pour l'humain et donc d'avoir plus de connaissances pour faire plus rapidement des traitements si jamais ça arrive vraiment dans la nature. Et ça, c'est un argument qui se tient parfaitement, mais où il y a quand même des détracteurs qui soulignent qu'il y a énormément d'évolutions possibles des virus et que c'est pas sûr que la balance bénéfice-risque vaille la peine avec ce genre d'expérience si jamais ça permet de découvrir que quelques variants parmi peut-être des milliers possibles dans la nature. Sachant qu'également il existe des approches alternatives en plus pour essayer d'anticiper les pandémies telles que l'épidémiosurveillance, c'est-à-dire regarder les séquences de pathogènes dans des échantillons environnementaux, et ces alternatives sont sans risque a priori. Oui, c'est sûr, et puis je pense aussi qu'il y a un autre argument depuis la pandémie Covid-19, c'est qu'on a vu à quel point on a pu développer un vaccin rapidement après l'émergence des premiers cas. Et donc, ça nous met quand même assez de confiance en nos capacités de réaction scientifique, technologique, pour, en cas où il y a une nouvelle épidémie qui intervient, et pouvoir rapidement mettre en place, s'il y a les financements qu'il faut, un vaccin. Donc, essayer d'anticiper dans le futur quelle pandémie pourrait éclater en les faisant nous-mêmes finalement dans un laboratoire. Je trouve ça, ça tient moins la route qu'avant peut-être parce que oui. Non mais je comprends, enfin c'est vrai que l'argument d'avoir des traitements plus rapidement ou d'avoir des vaccins, c'est également très controversé par des personnes telles que Thomas Inglesby, directeur du Center for Health Security à Johns Hopkins, qui souligne que jusqu'à présent, on n'a jamais obtenu de vaccin à l'aide d'expériences gain de fonction avec la définition que j'utilise dans le podcast.
et qu'on a tout un arsenal de méthodes pour faire des vaccins et qu'a priori, on n'a pas besoin de prendre de tels risques à faire des virus chimériques plus virulents ou d'autres expériences comme ça parce que on a d'autres méthodes alternatives non dangereuses qui ont déjà prouvé leur efficacité. Oui, parce que je pense que pour ceux qui nous écoutent, il faut bien imaginer que forcément, lorsque on a des laboratoires comme ça, bon, bien sûr que ces laboratoires ont des protocoles de sécurité assez élevés, parmi les plus sûrs, mais il n'empêche que l'erreur est humaine. Le simple fait de faire exister sur la planète Terre des virus qui ont une incroyable létalité, virulence, etc., s'ils fuient, c'est dommage. C'est donc ça le bénéfice-risque. C'est ça, le risque, c'est la fuite. Après, j'ai quand même envie de donner un exemple de bénéfice de recherche gain de fonction pour pas faire que donner les points négatifs. On a quand même des exemples en thérapie anticancéreuse où là, on rend des virus plus virulents, mais dirigés contre un certain type de cellules qui sont les cellules tumorales. Et c'est, par exemple, le virus de l'herpès modifié génétiquement pour qu'il puisse détruire les cellules cancéreuses et c'est utilisé dans le cancer du mélanome, par exemple. Et sinon, il y a d'autres virus, comme les adénovirus, qui sont utilisés dans d'autres types de cancers. Donc, il y a quand même certaines applications si on rend les virus plus virulents, mais contre les cellules tumorales, par exemple. C'est vrai que c'est un bon exemple, parce que effectivement, le cancer, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de vaincre. Et donc, tous les outils qui peuvent nous aider sont les bienvenus. Mais dans ces cas-là, je pense que les virus modifiés vont attaquer que aux cellules cancéreuses. Il y a un risque beaucoup plus faible que même en cas de fuite de laboratoire, on a pas de pandémie, je pense. Oui. Peut-être qu'on pourrait aussi mettre en place, discuter de justement ces laboratoires. Est-ce qu'il y en a beaucoup en France, dans le monde? Quel type de sécurité qu'ils ont pour juste peut-être quand même rassurer les gens? Oui. C'est pas Roger dans sa cuisine. Après, déjà, c'est difficile d'estimer le nombre de laboratoires qui font des recherches gain de fonction parce qu'il n'y a pas de consensus déjà pour cette définition. Et donc, il n'y a pas la mention gain de fonction qui est apposée sur les différentes équipes. Et également, ça ne figure pas non plus dans les demandes de financement associées à des projets, par exemple. Mais bon, on peut déjà essayer d'avoir un ordre d'idée parce que c'est assez bien connu et documenté le nombre de laboratoires de niveau de confinement P3, P3+, ou 4. Et c'est là, a priori, que sont effectuées les recherches gain de fonction. Par niveau de confinement, j'entends du coup les équipements de protection individuelle et collective pour se protéger des pathogènes. Donc on a des niveaux de confinement de niveau 1 à 4, avec des niveaux intermédiaires, donc j'avais dit P3+, c'est intermédiaire entre niveau 3 et 4. Et ça, c'est défini en fonction de la virulence du pathogène, de sa contagiosité et également de l'existence de traitement ou non. Là, a priori, les recherches gain de fonction seraient effectuées dans des niveaux de confinement 3 ou plus. Et donc pour ça, le nombre de P4, c'est très bien documenté dans le monde. Il y avait une étude de Global Biolabs qui estime qu'on a une 50aine de P4 qui sont actuellement actifs dans le monde et également une dizaine qui sont soit en cours de construction, soit prévus. Sachant que le nombre de P4 ne cesse d'augmenter parce qu'il y a de plus en plus de pays ou d'endroits dans le monde qui ont envie de faire des recherches sur ces pathogènes qui sont susceptibles de causer des pandémies. Et par exemple, en France, on a 3 P4. On a 2 P4 militaires et 1 P4 civil. Les 2 militaires, c'est ceux de la Direction Générale de l'Armement, DGA, et ceux de l'IRBA, l'Institut de Recherche Biomédicale des Armées. Et juste, je précise que bien entendu, la France respecte la Convention sur l'interdiction des armes biologiques, que du coup, ces 2 laboratoires militaires ne créent pas d'armes biologiques, mais font de la prévention et développent des équipements de sécurité, par exemple. Oui, c'est vrai que ça peut être un peu flippant. Oui, parce que on peut très vite entrer dans le complot machin, mais effectivement, ça peut faire flipper d'entendre qu'il y a des laboratoires P4 militaires. Oui, c'est juste pour... C'est pour la défense. La défense, ouais. Oui. Et donc, on a aussi un laboratoire civil qui est à Lyon, et qui est lié à l'INSERM. Est-ce que, juste pour savoir aussi, les P4, cette classification, elle est basée sur des accords internationaux pour savoir les standards à appliquer ou c'est chaque pays fait ce qu'il veut avec... C'est une super question. Et en effet, c'est un consensus international pour les réglementations en P4. Par contre, pour ce qui est P3+, cette fois-ci, c'est un niveau intermédiaire, donc entre P3 et P4. Et donc là, ça dépend des pays. Chaque pays va un peu faire à sa sauce, on va dire. Il y a certains pays qui rajoutent
juste quelques éléments de sécurité à des P3 pour faire ces sortes de P3+. Il y a d'autres qui en rajoutent moins. Enfin, ça pose assez problème de ne pas avoir de consensus pour ces niveaux intermédiaires entre deux niveaux de confinement bien définis. Ouais, c'est vrai, puisque je pense qu'il peut y avoir aussi des pressions économiques qui fait que certains laboratoires, ils sont soumis à la pression économique de faire de l'argent, faire des économies. Parfois, un équipement coûte cher, mais on veut quand même faire une recherche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, on peut prendre des raccourcis qui peuvent être problématiques en termes de sécurité. C'est sûr que les experts pensent qu'il y a très peu de risques de fuite de laboratoire depuis des P4, pour peu que le personnel soit bien formé et que les équipements soient entretenus régulièrement, parce qu'il y a vraiment des règles de sécurité monstrueuses et le personnel a conscience de travailler sur des choses extrêmement dangereuses. Et donc les seuls risques de contamination au laboratoire, a priori en P4, ce serait d'avoir des coupures ou des piqûres, et ça, c'est détecté directement et la personne peut donc être mise en isolement avant de pouvoir causer une épidémie. Donc ce serait plus probable qu'il y ait des fuites de laboratoire depuis des P3 ou P3+, où là, les personnes peut-être auraient moins conscience des risques. Il y a beaucoup d'équipements de sécurité, mais ça reste beaucoup moins drastique que dans les P4. Ouais, parce que vu que tu as dit qu'il n'y avait pas nécessairement de signe qu'un laboratoire, en tout cas qu'une équipe de recherche qui demande un financement dans son application pour recevoir un certain financement, c'est pas obligé de signifier clairement que nous allons travailler sur un virus dangereux dans le but de rendre encore plus dangereux, machin. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'un laboratoire, qu'est-ce qui empêche un laboratoire P3 de faire des recherches qui ne seraient permises qu'en P4, par exemple? Il y a des agences ou des gens qui vont surveiller, des instances de surveillance, par exemple. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Je vois. Après, en France, c'est quand même super surveillé. Les institutions font pas n'importe quoi. Disons qu'en tout cas, pour les pathogènes non OGM, c'est vrai que c'est clair quel niveau de confinement adopter. Et ça, c'est des réglementations qui sont publiées. On a des listes d'agents pathogènes avec leur niveau de confinement associé. Mais c'est vrai que pour les OGM, comme c'est des organismes qui n'existent pas encore, c'est assez dur d'estimer le risque. Mais en tout cas, j'ai l'impression que la politique de la France est estimée à la hausse dès qu'on ne sait pas le risque associé plutôt qu'à la baisse. Ça, c'est clair. Ouais, parce que c'est jouer la carte de la prudence. On a une cinquantaine de... Et puis, bon, j'imagine aussi que dans certains pays, ça peut aussi... ce qui peut être aussi dangereux, c'est des pays qui ne sont pas nécessairement stables politiquement ou dans des zones de conflit, par exemple. Je ne sais pas si... Il me semble avoir entendu récemment, il y a au Soudan, c'est un peu la guerre civile, là, donc il me semble qu'il y a un laboratoire biologique qui a été capturé par une des factions de cette guerre civile et que l'OMS était inquiet parce que forcément, on ne sait pas trop s'ils vont faire gaffe, quoi, tout simplement. Hein. C'est peut-être pas leur priorité de faire gaffe à ce qui se passe dans un laboratoire biologique vu qu'ils sont en pleine guerre civile. Bref, c'est juste pour dire qu'il y a certainement parmi les 50 ou 100 laboratoires les plus où il y a les virus et les bactéries les plus dangereuses, tout ça. C'est possible qu'il y en ait qui se trouvent dans des zones qui pourraient être amenées à être en conflit dans le futur et peut-être détruits. Donc là... c'est vrai que ça pose question de multiplier le nombre de lieux où des pathogènes dangereux sont manipulés et que parmi certaines solutions pour limiter les pandémies artificielles, il y a de limiter le nombre de lieux et le personnel qui manipule ces agents biologiques dangereux et éventuellement peut-être éviter aussi de construire des P4 dans des zones donc politiquement instables ou même juste au milieu de grandes métropoles. Parce que là, on voit que la majorité des P4, c'est en plein milieu de grandes villes et que donc en cas de fuite de laboratoire, ça augmente les risques par rapport à un P4 qui serait au milieu du désert. Ça, c'est une bonne remarque, hein, ou même dans les endroits qui sont peut-être aussi susceptibles d'être touchés par des catastrophes naturelles, une zone sismique, je ne sais pas s'il y a un P4 à Tokyo, le Japon, ça quand même, ça vibre beaucoup, quoi. Et puis en Turquie, le coup de tremblement de terre, l'idée, ce serait à la limite, si on veut vraiment avoir des recherches extrêmement dangereuses, qu'on les emmène en Antarctique. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des opposants à ces recherches? Et comment généralement ça se manifeste? Est-ce qu'il y a des tentatives d'interdire? Est-ce qu'il y a, je sais que par exemple, pour prendre un exemple d'un autre domaine, il y a la campagne pour interdire les armes nucléaires, donc ICAN,
qui cherchent à bannir les armes nucléaires. Donc, il y a tout ce qui est traité de non-prolifération, tout ça. Est-ce qu'il y a l'équivalent en biologie, en reste biologique? Comme je l'ai déjà mentionné, en citant qu'on a 2 P4 militaires en France, on a la Convention sur l'interdiction des armes biologiques qui date de 1975 et qui a été signée et ratifiée par 184 États. Il me semble que c'est sur 197. Donc, il n'y a pas tous les États qui ont signé et ratifié. Mais bon, comme ça, on a une convention qui est un peu l'image de la convention qui existe pour l'interdiction des armes chimiques. C'est juste que la différence entre ces deux conventions, c'est que pour les armes biologiques, on n'a pas de surveillance régulière du respect de cette convention. C'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place et il y a eu plusieurs fois des essais pour arriver à mettre en place le fait de surveiller régulièrement. Mais ça a à chaque fois fait chou blanc. Oui, Donc c'est aussi quelque chose qui a fait que certains pays ont mis du temps à ratifier parce qu'ils avaient des réticences à signer la convention sans qu'il y ait un système de vérification qui soit bien clair et mis en place. Oui, c'est vrai qu'on peut voir aussi forcément la problématique de surveiller ça, puisque c'est pas comme les armes nucléaires, par exemple, où il faut enrichir du plutonium, il faut certaines installations, aussi un certain nombre de scientifiques et ingénieurs qui s'y connaissent en nucléaire. Donc, tout ça, ça peut être facilement traqué par l'imagerie satellite, par juste des systèmes de renseignement. Alors que pour les virus, pour les gains de fonction, tout ça, c'est un peu plus difficile pour savoir si un pays qui a construit un P4 qu'on ne sait pas, ou qui cache peut-être au sein d'un P3 quelque chose qu'il ne devrait pas rechercher. Enfin, est-ce qu'il y a P1 et P2, ça existe aussi, ou c'est juste ça commence à P3? Non, bien sûr, ça existe, mais ça nous intéresse moins parce que c'est moins dangereux. Ok, ça va. Et ouais, donc on a mentionné un petit peu fuite de laboratoire. Est-ce que ça arrive historiquement? Est-ce qu'on peut clairement dire, oui, ça a été, voilà, ça venu d'un laboratoire, il y a eu une fuite quelque part, je sais qu'il y a peut-être eu de l'anthrax, quelque chose comme ça, je pense avoir lu ça. Oui. En effet, on a des exemples de fuite de laboratoire. Mais après, faut garder à l'esprit que c'est assez compliqué à estimer parce que souvent, les accidents sont pas déclarés à plusieurs niveaux. Enfin, c'est pas clair que le personnel prévienne forcément ses supérieurs en cas de contamination, ni que les supérieurs préviennent les instituts, ni que les instituts préviennent à l'échelle nationale ou internationale. Et même si c'est le cas, c'est pas évident qu'on puisse, nous, la personne lambda, avoir accès à ces informations en ligne. Donc c'est quelque chose qui est compliqué, mais il y a quand même quelques études qui se sont penchées sur la question et qui se basaient parfois sur le fait que des équipes de recherche répondent de manière volontaire à des questionnaires sur est-ce que vous avez déjà eu des contaminations ou pas. Par exemple, il y avait une étude réalisée entre 2002 et 2004 qui avait interrogé différents laboratoires de recherche clinique et un tiers d'entre eux avaient signalé avoir déjà eu au moins une contamination. Donc ça semble être quelque chose de assez fréquent, mais qui très rarement aboutit à des transmissions interhumaines et à des potentielles épidémies. Et aussi, je voudrais quand même souligner que même si c'est relativement fréquent, c'est en diminution grâce à l'amélioration des équipements de protection individuelle et collective et à l'arrêt de pratiques comme le pipetage à la bouche qui va augmenter énormément le risque de contamination. Donc, c'est juste pour décrire ça, parce que je pense pas que c'est super connu. C'est quoi cette pratique? C'était à l'époque, je crois, 2 générations avant nous, où, pour prélever des liquides, ils aspiraient avec la bouche. Oui. Alors que maintenant, on a quand même des choses un peu plus sécurisées avec des pipettes automatiques et des choses comme ça. De toute façon, ces équipements, je pense on les a en tête dans certains films de catastrophes. On voit les gens généralement en combinaison, ils mettent les mains dans des gants pour manipuler des fioles, des trucs comme ça, à l'intérieur d'une sorte de, je sais pas. Ouais, la carte d'une combinaison qui permet de ne pas respirer l'air de l'extérieur, mais d'avoir des bonbonnes d'oxygène. Ça, c'est le cas dans les laboratoires de confinement 4. On a vraiment une combinaison intégrale. Et en plus, en gérant la pression, on peut s'assurer que si jamais il y a un trou dans la combinaison, l'air a tendance à sortir de la combinaison plutôt que l'inverse, plutôt que de rentrer. Bon, c'est sûr qu'il y a quand même, oui, j'imagine, beaucoup de sérieux là-dessus. Et puis, bon, on peut se douter que ça va faire que s'améliorer, le matériel de protection. On va retrouver des meilleurs matériaux peut-être, des meilleurs protocoles. Mais le simple fait que, même que ce soit en informatique ou en biologie ou autre, le point faible dans la chaîne, c'est souvent l'humain.
Ça aurait été peut-être quelqu'un qui est fatigué et qui a loupé une étape qu'il aurait dû faire. Bah oui, il y avait une étude internationale qui avait été réalisée en 2016 et qui visait à recenser les accidents de laboratoire qui arrivaient au niveau de confinement 3 ou 4. Elle a montré que 50% des cas de contamination étaient dus à des défaillances d'équipement et 78% étaient dus à des erreurs humaines, sachant que les deux ne sont pas exclusifs. Donc on se rend compte qu'en effet, dans la majorité des cas, a priori, c'est l'humain qui est responsable. Donc soit parce qu'il n'a pas respecté les mesures de sécurité, soit par manque de connaissance de ces mesures de sécurité ou par inattention, fatigue. On a quand même l'impression qu'on a des mesures assez rigoureuses et efficaces, pourvu que les personnes les respectent et soient en état de les respecter. Ça me fait penser que j'avais lu la dernière personne sur Terre à être morte de la variole. C'était pas à la suite d'une fuite à Birmingham? C'était suite à une contamination au laboratoire. Ouais, d'accord. Si je me trompe pas, c'est le laboratoire d'en dessous qui manipulait la variole humaine. Il y a eu une fuite en effet et la variole s'est diffusée par aérosol jusqu'au laboratoire du dessus où cette personne malheureusement a été contaminée. Ouais, j'avais entendu ça, oui, effectivement. Et le responsable, le patron, le boss du laboratoire, il s'était suicidé quelques semaines après, je crois. C'était un cas qui avait quand même fait un peu polémique, forcément, parce que tu te dis, c'était vraiment aussi dans une zone peuplée, hein, une ville comme le Birmingham, en Angleterre. Comme tu disais, avoir ces laboratoires dans des zones extrêmement peuplées, ça peut être problématique. Ouais. Mais après, pour la variole, c'est quand même très particulier parce que c'est la seule maladie éradiquée par la vaccination grâce à la politique de l'OMS. Et actuellement, il n'y a que 2 laboratoires au monde qui ont le droit de posséder le virus de la variole. Un en Russie et un aux États-Unis. Ok. Pour ce virus-là, en tout cas, c'est très très réglementé maintenant, le fait de pouvoir avoir le virus de la variole. Et est-ce qu'on sait pourquoi on le garde? Je ne vais pas prétendre avoir la réponse à cette question, mais j'imagine qu'en partie, c'est probablement au cas où ce soit utilisé par des bioterroristes, parce que c'est quand même nécessaire de toujours avoir cette connaissance scientifique et de pouvoir continuer à faire des recherches dessus pour éventuellement avoir d'autres traitements ou des choses comme ça. Et donc, si jamais... est-ce qu'on a aujourd'hui des idées pour améliorer la sécurité, robustement empêcher certaines fuites? Est-ce qu'il y a encore des failles qu'on devrait combler? Je pense pas qu'il y ait de solution miracle déjà, mais il semble que ce soit très important de bien former le personnel et entretenir les équipements. Et après, peut-être on peut mettre à part tout ce qui est recherche gain de fonction et duel à risque et se dire que pour ce type de recherche, essayer d'avoir un consensus international peut-être pour la définition de ces 2 termes pour pouvoir un peu suivre ce type de recherche et peut-être mettre dans les projets si c'est gain de fonction, si c'est à risque. Éventuellement sensibiliser assez tôt les chercheurs à ce type de questions, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément une culture de la biosécurité en France. Et une idée, ce serait de faire une formation obligatoire dans les écoles doctorales sur les recherches duel à risque, à l'image de ce qui a été implémenté pour l'intégrité scientifique ou la bioéthique, par exemple. Sinon, comme j'avais mentionné, limiter le nombre de personnes et de lieux où sont effectuées les expériences dangereuses. Peut-être que ce serait possible de faire un peu le même type de choses que pour la variole humaine et se dire qu'il y a un nombre limité de laboratoires qui auraient le droit d'avoir ces pathogènes dangereux et de faire des recherches dessus. Bien évidemment, avoir des traitements disponibles à donner au personnel. Par exemple, il y avait eu un cas l'année dernière où le virus de la poliomyélite avait été détecté dans les eaux usées de laboratoires aux Pays-Bas grâce à de l'épidémiosurveillance. C'est-à-dire qu'ils avaient détecté le pathogène dans les eaux usées et donc ils ont pu vacciner tout le personnel et vérifier s'ils étaient contaminés. Et en effet, il y avait une personne qui était asymptomatique et qui a été isolée rapidement. Et donc, dans ce cas-là, la contamination au laboratoire n'a pas abouti à des transmissions interhumaines ultérieures parce qu'il y a eu une réactivité assez importante. Effectivement, des bonnes pistes. Je pense que c'est peu probable que ce genre de recherche à risque, en gain de fonction à risque, de niveau 4, tout ça, soit interdit. Je pense que ça serait... Mais effectivement, si on pouvait peut-être augmenter la surveillance et qui a accès à quoi, peut-être avoir un organisme de réglementation internationale, et voilà, comme pour la variole, comme tu l'as dit. Donc ça, c'était, on va dire, un pilier des risques de pandémie artificielle. Il y en a un autre, et on en a parlé un tout petit peu au début, c'est le fait que les coûts baissent. Et donc, on peut se dire que, tout comme finalement, pour beaucoup
choses, quand les coûts baissent, ça se démocratise. On peut se demander, est-ce qu'un jour, beaucoup de gens pourront faire des recherches ou des trucs qui font peur dans un garage ou autre. Et donc, je pense que c'est là où il faut faire attention aux infos hasard, tout ça. Et donc, je te demande pas de me donner la feuille de route pour modifier un virus, tout ça. Mais finalement, aujourd'hui, quelles sont les barrières d'entrée? Parce que je connais pas grand-chose en biosécurité, même en biologie, en tout cas en aspect technique. Qui possède le matériel? Est-ce que c'est vraiment difficile d'avoir accès à ça? Est-ce que c'est cher? L'accès aux séquences génétiques, on en a parlé aussi un petit peu, mais c'est surveillé, mais à quel point? Enfin voilà, c'est un peu une question générale sur quel est le paysage technique et d'accès aux capacités de modifier génétiquement des virus, des bactéries pour en faire des armes. C'est vrai qu'on parle beaucoup de virus là dans cette partie du podcast. Mais c'est vrai qu'il y a aussi les bactéries qui posent des risques. Mais bon, on parle quand même beaucoup de virus. Je dirais que ça dépend de l'objectif recherché. Parce que s'il s'agit pour des bioterroristes de créer un nouveau pathogène plus virulent et plus transmissible, il y a quand même beaucoup de connaissances théoriques et pratiques à avoir. Par exemple, si on imagine qu'une personne a envie de reproduire un protocole déjà publié comme celui pour créer un virus de nouveau, déjà, il faut avoir beaucoup de connaissances pratiques pour arriver à remplir les trous dans ces protocoles avec les détails de routine, d'expériences qui ne sont pas écrits dans l'article publié. Et en plus, faut quand même un certain matériel que quelqu'un ne peut pas forcément avoir dans son garage. Parce que pour pouvoir avoir des virus et les mettre en culture, comme c'est un organisme qui n'est pas indépendant, contrairement aux bactéries, ils ont besoin d'infecter des cellules pour pouvoir faire des nouveaux virus. Et donc, ça me semble assez improbable qu'une personne dans son garage puisse faire de la culture cellulaire. Parce qu'il faut avoir un incubateur qui contrôle la température, qui contrôle le taux de CO2. Et aussi être dans des conditions stériles pour éviter que la culture cellulaire se fasse contaminée par des bactéries ou des virus de l'environnement qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on a envie d'étudier. Sinon, peut-être qu'on pourrait imaginer que quelqu'un dans son garage passe directement à un modèle animal et fasse directement toutes ses expériences sur des souris. Mais dans ce cas-là, on pourrait s'attendre à ce que ces personnes sélectionnent des virus adaptés aux souris et pas aux humains au final. Il y a quand même beaucoup de matériel à avoir que j'ai du mal à imaginer être remplacé par des choses de garage. J'ai pas non plus envie de plus détailler que ça, les limites. Non, mais c'est bon à savoir, parce que c'est vrai que j'avais aussi déjà eu une discussion avec une virologiste, et elle m'avait aussi quand même dit que le matériel qu'elle utilise tous les jours, ça coûte des centaines de milliers d'euros, même plus peut-être pour certains trucs, en tout cas ce qu'elle faisait elle, et donc c'est quand même pas aussi simple que certains scénarios ou certaines personnes qui s'inquiètent de ces sujets en disant bientôt n'importe quel étudiant en biologie pourra faire sa thèse de fin d'année sur comment modifier la létalité, la virulence et tout ça. Non, quand même. Si jamais ça baisse vraiment dangereusement les prix, par exemple, je sais pas, on peut imaginer des instances internationales qui limitent l'accès. Bon, par exemple, cette idée-là de séquençage, de commander des brins d'ADN. Voilà, c'est qui fournit ça? Et comme tu disais, ils ont une liste ils vérifient, quoi. C'est pas c'est pas comme une commande Amazon. Oui, comme j'avais mentionné, il y a environ 80% des industries qui proposent de faire de l'ADN synthétique qui sont dans un consortium international qui s'engage en effet à vérifier les séquences. Il y a aussi la vue que cette forme de bioterrorisme paraît extrêmement peu probable parce qu'on peut toujours se dire que les terroristes, leur but, c'est pas souvent de causer une catastrophe à un endroit ou de faire des victimes, mais par exemple, concevoir un super virus qui a 100% de virulence et qui va tuer tout le monde, y compris eux, ça paraît défier la raison, quoi. Ça va contre le sens même du truc, mais il y a quand même eu des exemples dans l'histoire, notamment au Japon, je crois, au Japon. Je peux en donner, oui. Au Japon, il y avait eu par exemple en 93 la secte japonaise Home qui avait tenté un attentat bioterroriste, ce qui montre d'ailleurs que même en utilisant une bactérie ou un virus qui existe déjà sans le modifier génétiquement, donc sans avoir à créer une arme bioterroriste, il faut un minimum de connaissances fondamentales parce que cette secte japonaise avait utilisé la mauvaise souche de bactéries. En gros, ils avaient lancé depuis un immeuble une souche de
bactérie responsable de la maladie du charbon, aussi appelée anthrax. Et en fait, ils ont utilisé un vaccin utilisé sur des animaux. Donc, forcément, heureusement, ça n'a pas eu de dégâts, cet acte bioterroriste. Mais comme ça montre que bon, ce n'est pas n'importe qui peut prendre n'importe quel agent biologique et essayer de faire des dommages avec. Heureusement, il y a quelques barrières. Oui, et puis même dans le but de faire des études, de longues études pour être un biologiste, ça implique quand même une certaine forme d'état d'esprit, de la connaissance, du respect, comme tu disais, la bioéthique. Et donc, c'est peu probable que quelqu'un qui souhaite éradiquer l'espèce humaine arrive à atteindre un niveau de... peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ça me semble être une sorte de filtre déjà, ça aussi. Mais après, il y a certains instituts qui vérifient le casier judiciaire des personnes qui sont amenées à manipuler des pathogènes. Mais il y a quand même eu un exemple de chercheur qui, tout seul, a fait une énorme crise qui a eu des répercussions internationales lors de la crise des enveloppes à l'anthrax, maladie du charbon de 2001, Oui. où c'était un chercheur tout seul du laboratoire militaire P4 qui étudiait comme ça le bacille de l'anthrax et qui a envoyé donc des spores de cette bactérie dans des enveloppes. Donc là, encore une fois, c'était une bactérie qui était non modifiée génétiquement. C'est une personne seule qui avait les connaissances du coup pour purifier les spores et pour pouvoir comme ça les envoyer. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours le risque que quelqu'un pète les plombs. Ça peut arriver à tout le monde. Et donc, quelqu'un qui a un certain bagage scientifique, il y avait aussi une abombeur, je crois, en Amérique. Alors, c'est pas vraiment la même chose, mais c'est plus quelqu'un qui était... c'est pas du bioterrorisme, c'est plus du terrorisme classique. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait fait des études de mathématiques, qui était brillant, apparemment, d'après les gens qui le connaissaient. Voilà, il a viré, il s'est reclus de la société et il a commencé à écrire des manifestes comme ça contre le développement technologique, contre la modernité. Et il a envoyé des bombes dans des colis, des bombes fait maison. Et puis il avait quand même la connaissance pour faire des bombes, qui aussi c'est quelque chose très compliqué. Il y a eu des morts, il a tué des gens. Donc il est aujourd'hui en prison. Mais oui, ça veut pas. Enfin, je pense que ce serait trop beau si il y avait une corrélation entre hautes études ou intelligence ou je sais pas, moi, science avec bonté et bienveillance. Je sais pas aussi vrai. Après, d'une manière générale, tu prends 1 million de personnes, tu as 1%, peut-être moins, mais tu as un pourcentage de personnes qui ont des intentions néfastes. Après, heureusement, ça reste rare et en tout cas en France, c'est interdit de manipuler dans des P3 ou P4 tout seul. Déjà, ça limiterait le fait qu'un scientifique ait envie de faire des expériences louches, puisque cette personne ne serait pas toute seule à être dans le laboratoire. Déjà, si ça peut limiter un peu les risques. En tout cas, ça a eu énormément de répercussions comme ça, cette crise, parce que même si c'était aux États-Unis qu'il y a eu les enveloppes contaminées, même en France, il y a eu les centres tels que la DGA qui ont reçu énormément de courriers qui paraissaient suspects. Soit c'était des mauvaises blagues, on va dire, des personnes qui avaient fait exprès que ces courriers aient l'air suspects, soit c'était des courriers qui ne l'étaient pas de base, mais en tout cas, il se trouve que ça a pas mal fait un boost dans le fait de vouloir identifier comme ça précisément et rapidement des pathogènes et également développer des équipements de protection. Mais sinon, à l'échelle gouvernementale, il y a aussi des exercices de simulation. C'est-à-dire que des centres tels que Johns Hopkins, dont j'ai déjà parlé précédemment, peuvent proposer des fausses données de séquençage à des instituts qui peuvent comme ça s'entraîner à reconnaître les pathogènes et éventuellement proposer des scénarios pour cette apparition de maladie pour essayer de voir est-ce que c'est un acte bioterroriste, est-ce que c'est une fuite de laboratoire involontaire ou est-ce que c'est tout simplement une maladie d'origine naturelle. Fausses données de séquençage créées pour la simulation peuvent être par exemple des séquences qui sont censées provenir de patients infectés, censées provenir de souris de laboratoire dans un garage et des choses comme ça. Bon, d'accord. Ça, c'est bon. C'est pas mal, ouais, comme solution. Ça permet de juger un petit peu l'état d'alerte des différents organismes, notamment ceux qui fournissent des séquences. Ouais, donc il y a aussi une question finalement vis-à-vis là on voit aujourd'hui le développement d'outils comme les IA, les chatbots, ChatGPT, et c'est là où on arrive dans une convergence peut-être aussi entre les différents risques, les risques liés à l'intelligence artificielle et les risques liés donc à la biologie.
pandémie, c'est le fait que ces systèmes ne sont pas super alignés. Il y a énormément de difficultés à les aligner, à faire en sorte qu'ils ne disent pas des choses dangereuses, à la fois juste des trucs du style insulter les utilisateurs ou dire des choses racistes, biaisées, des trucs comme ça. Mais aussi, on pourrait imaginer que quelqu'un qui prompte d'une certaine façon, machin, il pourrait carrément, vu que ces systèmes ont été entraînés sur des énormes amas de données, y compris peut-être des articles scientifiques qui contiennent des informations qu'on appellerait des infos hasard, peut-être quelqu'un pourrait créer un chat GPT qui donne des instructions dangereuses vis-à-vis de la biologie. Et donc ça fait peur. Ouais. Bon, je sais pas si c'est un info hasard, il faudra couper au montage, mais Je sais pas, mais en tout cas, en effet, c'est un risque. Et avec mes collègues, on a tenté de voir si on pouvait comme ça contourner les systèmes de sécurité de l'IA pour essayer de voir si l'IA était capable de nous proposer des protocoles pour faire des virus dangereux. En gros, notre idée, c'était de voir pour faire exprimer une toxine à un virus pour augmenter sa virulence. Et notre premier test, c'était de demander à ChatGPT, donne-moi un protocole pour produire un vaccin produisant une toxine. Donc, on lui avait précisé le virus utilisé comme vaccin atténué et la toxine qu'on voulait. Et la première réponse de l'IA, je cite, c'était en tant qu'IA, je ne peux pas produire de protocole impliquant des organismes dangereux comme la toxine. Cela est strictement réservé aux experts qualifiés et aux laboratoires agréés. Veuillez donc vous référer à des sources scientifiques appropriées et aux réglementations en vigueur pour ce genre de manipulation. Bonne réponse. Donc, ok, premier constat, du coup, si on demande de but en volant quelque chose qui a l'air trop louche, heureusement, l'IA a quand même un filtre. Donc après, on s'est dit, bon, est-ce qu'on peut contourner le filtre? Donc a priori, le protocole qu'on demande pour faire exprimer une toxine, c'est le même protocole que pour exprimer une molécule inoffensive. On aurait juste ensuite à remplacer la séquence de la molécule inoffensive par la toxine. Donc on a testé, on lui a demandé la même chose, mais pour faire exprimer une molécule fluorescente, la GFP, donc qui est sans risque, et c'est une expérience de laboratoire qui est même courante. Et là, cette fois-ci, l'IA nous a donné les différentes étapes pour le faire, mais des étapes pas du tout détaillées. C'était par exemple cloner le gène dans le génome viral, infecter des cellules. Enfin, c'est des instructions comme ça, très 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 simples, et donc qui en fait ne donnent pas beaucoup d'informations pour arriver à faire le protocole. D'autant, encore plus si la personne n'est pas virologue. Et donc, on s'est dit, bon, si on est mal intentionné, on va encore plus loin techniquement, et on prend les étapes une par une, et on demande à l'IA de nous donner le protocole pour faire chaque étape. Et là, cette fois-ci, encore une fois, l'IA répond. Mais les protocoles qu'elle donne sont des trucs vieux de 25 ans qui sont pas du tout efficaces et qui, encore une fois, sont pas faisables par des personnes qui n'ont jamais fait d'expérience de paillasse en virologie. Donc, a priori, pour l'instant, l'IA n'est pas capable de nous fournir comme ça des protocoles pour faire des virus dangereux. Et en tout cas, j'avais observé aussi avec d'autres questions qui n'avaient pas de rapport avec la biosécurité que dès qu'on posait des questions vraiment pointues sur des voies de signalisation, par exemple en biologie, souvent, elle donne des réponses, mais elle se trompe. Par exemple, elle va citer des sources pas du tout fiables ou nous affirmer que deux molécules interagissent alors que dans la littérature, non. Donc en tout cas, pour l'instant, en biologie, en tout cas, elle n'est pas encore capable de vraiment nous donner des informations pointues. Mais quand même, il y a d'autres risques qui sont liés à l'IA et qui ont été mis en avant l'année dernière par une publication dans Nature Matching Intelligence, où des chercheurs, pour montrer justement les risques de double usage de l'IA dans le domaine de la biosécurité, ont demandé à l'IA de générer des potentielles molécules biochimiques qui pourraient être utilisées comme armes bioterroristes. Et l'IA en a généré plusieurs dizaines de milliers en seulement quelques heures. Donc, c'est vrai que ça montre qu'il faut absolument réussir à résoudre le problème d'alignement, y compris pour limiter les risques de pandémie artificielle. Oui, alors c'est peut-être la même chose que j'ai entendu, c'était dans un podcast où il y avait un scientifique qui a expliqué, enfin, il me semble que c'est quand même une entreprise en Amérique qui a développé un système de machine learning un petit peu probablement basé sur des réseaux de neurones comme ChatGPT et Transformer peut-être. Et en fait, ils avaient vraiment entraîné ce modèle sur la biologie, sur les molécules, dans le but de développer des nouvelles molécules à usage médicamenteux, par exemple, pharmacologique. Mais ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire l'inverse aussi. C'est exactement ça. Ils ont fait cette demande justement pour prouver que si on a des mauvaises intentions, peut-être que
l'IA peut nous aider à concrétiser ces mauvaises intentions. Oui, parce qu'on peut s'imaginer que si cette entreprise-là, elle a développé un produit, donc un logiciel, on va dire, un petit peu comme AlphaFold, qui est aujourd'hui utilisé par beaucoup de biologistes, de virologistes pour le repliement des protéines, tout ça, c'est un outil qui a accéléré la recherche vraiment de plusieurs ordres de grandeur. Donc c'est une bonne chose. La bioinformatique, c'est un peu le terme qu'on utilise dans ces cas-là, eh ben, c'est une bonne chose, hein, forcément. Mais effectivement, on peut se dire, ce logiciel-là, qui va pouvoir l'utiliser? Est-ce qu'il y aura des mesures de sécurité pour empêcher certaines requêtes? J'espère, en tout cas. Je pense que c'est bien que cette expérience ait eu lieu et que ceux qui l'ont mise en avant, ce soient des gens bien, déjà. C'est d'abord des gens bien qui l'ont trouvé et ça nous met en garde. Et j'imagine qu'aujourd'hui, je ne sais pas quelle a été la réaction de la communauté après cet article scientifique. Je ne vais pas prétendre savoir la réaction de toute la communauté, mais en tout cas, ça a inquiété. Je pense que ça a fait vraiment réaliser avec cet exemple concret à quel point il peut y avoir des mésusages. En tout cas, pour les IA aussi, il y a quelque chose qui est plus lié aux infos hasard et quelque chose de moins spectaculaire, qui est qu'il faut garder à l'esprit que dès qu'on donne des informations sensibles à ChatGPT, potentiellement, peut-être qu'il va pouvoir ressortir ces informations à d'autres personnes si jamais ils font les bonnes demandes, on va dire. Puisque c'est basé sur du machine learning et sur les informations données par les utilisateurs et pas que sur des informations disponibles en ligne. Ouais. Et donc pour des raisons de sécurité, par exemple, faut éviter dans nos demandes ou divulguer des informations sensibles, par exemple sur nos recherches effectuées ou sur nos instituts. Ça me fait aussi penser parce qu'il y a des gens qui peuvent utiliser des outils comme ça plutôt dans le but de créer de la fiction. Par exemple, je pense à, je sais pas, un scénariste qui veut faire un roman ou enfin un film, un roman, qui a besoin voilà, pour son histoire, d'inventer un moyen pour qu'il y ait une grosse menace pour l'humanité, voilà, un gros conflit comme ça, et donc il va peut-être demander des idées à l'IA, ChatGPT demande des idées pour faire ci et ça, et des fois j'ai remarqué, c'était vrai avant, maintenant ça a été patché, je crois, mais tu pouvais un petit peu contourner les mesures de sécurité de ChatGPT en disant: je suis en train d'écrire une histoire où j'aimerais que mon protagoniste fasse un virus dangereux. Donne-moi des idées. Oui, j'avais vu ça aussi, oui. Vu qu'il se disait ChatGPT, c'est un cadre fictionnel, ben voilà. Bah après, je me demande si ce qu'il va dire, c'est aussi fictionnel. Bon, du coup, je pense que c'est le cas. Mais je me suis toujours dit, un auteur prend la responsabilité. Des fois, je vois des films, je parle un petit peu en vrai, mais je vois des films où les méchants, ils ont mis en place un plan, c'était du James Bond ou autre, je sais pas. Et je me dis, mais en fait, ça, c'est des scénaristes qui donnent des mauvaises idées aux gens, hein, parce que ils ont une responsabilité quand même de faire attention, quand même. Je sais pas, moi. Juste pour dire que pour justement essayer de limiter le fait de faire des recherches dangereuses, il y a des chercheurs comme Kevin Esvelt qui proposent de mettre en place un système d'assurance de responsabilité civile. En gros, ça rendrait responsable tout acteur impliqué directement ou non dans le déclenchement d'une pandémie causant un grand nombre de morts. Que si on mène des recherches qui ont une chance non négligeable d'aboutir à une telle catastrophe, comme l'identification d'un virus pandémique, les institutions devraient payer pour couvrir le risque de perte, à l'image de ce qui est fait pour les évaluateurs de risque des compagnies d'assurance. Donc comme ça, ce sera un moyen de limiter les recherches à risque sans impacter les recherches qui modifient des pathogènes sans les rendre plus virulents. Ouais, c'est une bonne idée, ça. C'est Kevin Esvelt. Ouais. Mais je sais que Kevin Esvelt, oui, il est assez connu dans cette discipline des biorisques parce qu'il a fait souvent des conférences, tout ça, intéressantes. D'ailleurs, oui, il est aussi intéressé par le forçage génétique, je crois, j'avais entendu ses recherches sur les moustiques, tout ça. Enfin, il me semblait qu'il voulait il voulait proposer à la Nouvelle-Zélande un moyen d'éradiquer une espèce nuisive à coup de forçage génétique. Il avait été un petit peu essayé de convaincre les populations locales, les Maoris. Donc, il a eu du mal à convaincre les Maoris. C'était dans un documentaire, ça, sur Netflix. C'est la première fois que j'ai entendu parler de Kevin Esvelt. Ensuite, en m'intéressant au biorisque, tout ça, il était clairement dans le plaidoyer pour faire attention et essayer de proposer des solutions, notamment dans la détection. Donc, justement, je pense qu'on peut parler des moyens de se prémunir des biorisques artificiels. Bon, ça rejoint se prémunir des biorisques tout court, hein, parce que finalement, que ce soit artificiel ou pas. Mais qu'est-ce qu'on a alors? Parce que tu m'avais mentionné donc, cette espèce
cette discipline qui s'appelle l'épidémiosurveillance, c'est ça? L'épidémiosurveillance, oui. Donc, à quoi ça consiste? En gros, ça consiste à faire de la métagénomique, c'est-à-dire à séquencer des échantillons d'environnement comme les eaux usées, l'alimentation, afin de détecter si jamais il y a des pathogènes dedans, pour faire vraiment simple. C'est quelque chose qui a été utilisé notamment lors de la fuite là, de poliomyélite, où ils ont pu remarquer assez rapidement qu'il y avait une fuite de laboratoire et donc agir en conséquence. Et ça pourrait être utilisé donc non seulement par exemple autour des laboratoires qui manipulent des pathogènes dangereux, mais aussi dans des lieux qui pourraient éventuellement être ciblés par des bioterroristes, comme par exemple des lieux où il y a des Jeux Olympiques, ou alors des aéroports, avec une forte circulation de personnes. Et ça, est-ce que c'est le genre de choses qui est pratiqué souvent? C'est vraiment... Ça, c'est déjà pratiqué autour des laboratoires et dans certains endroits également avec une forte population. Mais il y a encore des progrès quand même à faire en épidémiologie parce que, par exemple, c'est pas sûr. Déjà, on se base sur forcément les séquences connues pour savoir si c'est un pathogène, par exemple, dont on décèle une augmentation. Donc, il y a la question de savoir si on arriverait à détecter une séquence inconnue qui augmente brusquement et à savoir aussi si cette séquence inconnue est potentiellement dangereuse ou pas. Puis, il y a toujours la question de à partir de quel taux d'augmentation est-ce qu'on considère que c'est dangereux? À partir de quel temps, en fait, où il y a une augmentation, où est-ce qu'on considère que c'est dangereux? Il y a quand même encore beaucoup de questions qu'on se pose et comme pour tous les progrès technologiques, il y a encore beaucoup d'avancées à faire. Oui, c'est clair que ça me fait penser au fait que qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, et il y a peut-être des propositions à ce niveau-là, c'est d'avoir des systèmes en place en permanence, des sortes de des détecteurs permanents dans les grandes villes, par exemple au niveau des eaux usées. Voilà, tous les jours, détectent ce qui se passe et donnent des alertes. Et ces alertes, elles pourraient être triées par l'intelligence artificielle. Et après un certain niveau de filtrage, il pourrait y avoir des détections très rapides de choses anormales, comme ça pourrait être simple comme le début d'une nouvelle grippe, ce qui permet aux autorités sanitaires peut-être d'anticiper bien avant qu'une épidémie puisse prendre de l'ampleur. Ça, ce serait potentiellement ce qui serait envisagé dans le futur avec des progrès technologiques pour pouvoir faire ce genre de choses. Parce que ça reste quand même encore assez compliqué d'identifier avec précision des pathogènes. Et il y a encore... c'est pour ça aussi qu'on a des équipes qui sont dédiées à ça. Par exemple, en France, on a des centres nationaux de référence qui ont une expertise pour la détection de pathogènes spécifiques. Par exemple, le CNR pour la peste, c'est à l'Institut Pasteur de Paris. Donc, là, on se rend compte que c'est pas possible déjà de miniaturiser le fait de détecter plein de pathogènes différents et que pour chaque type de pathogène, on développe une certaine expertise pour arriver à les identifier. Mais c'est sûr que pour limiter les pandémies, que ce soit artificielles ou naturelles, dans le futur, ça aiderait beaucoup d'avoir des meilleurs tests diagnostiques et même éventuellement de pouvoir donc avoir des capteurs automatiques ou tout simplement des tests qui pourraient être déplacés directement sur les lieux à risque. Donc qui ne nécessiteraient pas d'avoir une énorme expertise pour les utiliser ou qui ne nécessiteraient pas d'électricité éventuellement. Oui, c'est sûr qu'il y a des endroits aussi de reculer qui nécessitent aussi des tests rapides et sans électricité. Donc, ouais. Qu'en est-il des propositions que j'ai entendues aussi assez récemment de développer des types de lumières qui seraient des lumières capables de stériliser les surfaces et qu'en fait, si on arrive à réduire les coûts de ces types de lumières, qui seraient invisibles à l'œil nu, quoi. Donc, ça serait une trappe violet peut-être. Et évidemment, inoffensif pour l'homme. Qu'en fait, on pourrait imaginer même un monde où, à chaque fois que j'allume la lumière, je stérilise la pièce où je me trouve. Donc, je sais pas, moi, c'est une idée ou pas. Alors, on se rend compte que, par exemple, les enfants qui sont élevés dans des milieux très aseptisés et hygiénistes ont plus souvent des allergies que ceux qui sont exposés sans cesse à des micro-organismes. Donc, il faut garder à l'esprit que tous les micro-organismes sont pas mauvais pour la santé, que c'est très bon aussi pour notre système immunitaire d'être soumis régulièrement à des microbes qui vont nous entraîner à mieux réagir à des maladies. Donc, je pense qu'on serait pas forcément en bonne santé si on était dans des milieux très stériles. Ouais, encore une fois, c'est toujours difficile de discriminer finalement les virus qu'on veut ou les bactéries qu'on veut cibler et laisser celles qui sont plutôt bénéfiques, quoi. Après, j'ai envie de dire, faut laisser les enfants jouer dehors dans la terre
Et puis, déjà, ça renforce le système immunitaire, ça, non? Bon, je sais pas. Mais en tout cas, oui, effectivement. Mais du coup, ces propositions à lumière, t'en as entendu parler? Ouais, j'en ai entendu parler. Je sais qu'il y a pas mal de recherches, en effet, pour limiter les risques, pour, en effet, faire des décontaminations. J'avoue que c'est pas mon area d'expertise et que j'ai pas plus approfondi que ça. Mais je vois ça plus comme avantage dans les laboratoires, par exemple. Sachant que déjà dans les laboratoires, on a régulièrement des désinfections de la pièce tout entière et qu'on désinfecte très régulièrement nos incubateurs et notre matériel. Oui, voilà. Alors, dans les hôpitaux, les avions, les aéroports, ça pourrait. Enfin, des points, des points on va dire, des nœuds de transmission importants. Ce serait rassurant à chaque fois de prendre l'avion, on a une certitude, on va dire, qu'il n'y a pas de pathogène dangereux. Et là, ça poserait moins de soucis au niveau de stériliser même les bactéries et les micro-organismes bénéfiques, entre guillemets. Oui, parce que c'est vrai qu'on a des bactéries voilà, sur nous, tout ça, donc on ne va pas être trop vivre dans un environnement trop aseptisé. La dernière question, à la limite, ce serait pour ceux qui nous écoutent, qui veulent contribuer, avoir un impact positif dans la réduction des biorisques. On en avait un petit peu parlé à la fin du podcast dernier. Peut-être répéter les différents moyens d'avoir un impact en termes d'études, en termes de carrière. Pour les gens qui sont en début de carrière, peut-être qu'ils peuvent aussi s'ils ont une certaine compétence, ils peuvent avoir un impact dans un domaine particulier, tout ça, tout ça. Oui, bien sûr. Déjà, le premier type de carrière qu'on a énormément évoqué, c'est tout ce qui est dans la recherche, que ce soit recherche en biologie de synthèse ou en biologie plus théorique, par exemple Eco-Evo, ou tout ce qui est en virologie, vaccinologie, immunologie, pharmacologie. Après, en parallèle de la recherche, donc cette recherche qui peut être soit pour faire des nouveaux traitements, soit pour des tests diagnostiques, soit pour des méthodes de désinfection ou des choses comme ça. On a aussi les domaines qui touchent à la politique, donc soit politique sanitaire, soit épidémiologie, soit même essayer d'implémenter tout ce qui est les questions de sécurité, les protocoles de défense ou de gouvernance de la recherche. Je pense qu'on peut ajouter aussi des organisations intergouvernementales, comme par exemple l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ou l'Organisation mondiale de la santé animale, OIE. Il y a également pas mal de startups de biotech qui font des recherches, donc soit pour contrer l'antibiorésistance, soit pour essayer de trouver des traitements pour des maladies. Donc on n'est pas nécessairement obligé de s'orienter vers la recherche académique. Il y a aussi dans les industries qu'on peut avoir un impact. Sinon, je pense qu'il faut aussi se rendre compte qu'il y a d'autres domaines où on peut avoir un impact par le biais de la sensibilisation des autres. Je pense notamment au journalisme scientifique ou à tout ce qui est médiation scientifique, avec le partage de connaissances envers le grand public qui a aussi un rôle à jouer pour limiter les biorisques. Si je peux donner des conseils, c'est essayer d'augmenter le nombre d'options ouvertes et de ne pas forcément réfléchir qu'en termes de recherche vs gouvernance, et de tester l'adéquation à différentes carrières, éventuellement peut-être en faisant des stages dans les différents domaines. Parce que peut-être qu'un domaine qui semble avoir moins d'impact serait en fait mieux pour nous parce qu'on s'y sentirait mieux et qu'on y serait plus efficace. Ça marche. En tout cas, s'il y a des ressources à joindre dans la description de ce podcast, tu me les donnes, je les transmettrai aux auditeurs. Et ça fait aussi penser que, on n'a pas parlé de ça, mais il y a aussi peut-être dans la recherche de nouveaux matériaux, peut-être que des gens qui sont ingénieurs, tout ça, ou même des designers. On a bien vu que les masques, par exemple, Oui. ça a vite tendance à porter sur les nerfs des gens quand on n'a pas l'habitude de porter les masques. Donc, si on pouvait faire en sorte que les masques soient confortables, il y a tout un tas de choses à développer là-dessus. Évidemment, le moins on porte de masque, le mieux c'est. On n'a pas envie d'être dans un environnement où on va porter un masque tout le temps, mais quand il n'y a pas le choix, si jamais on doit, autant qu'il y ait des masques, déjà peut-être qu'ils marchent mieux, mais aussi qu'ils soient esthétiques, confortables. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de carrières autres que celles que j'ai mentionnées. Même par exemple, il y avait eu l'idée de faire des cartographes opérationnels, c'est-à-dire des personnes qui puissent, par le biais de cartes, donner des informations sur des épidémies en cours à des décisionnaires politiques pour les aider à avoir un avis plus éclairé quand ils prennent leurs décisions. Il y avait aussi eu pendant la Covid certains types de recherches qui visaient à adapter les emplois du temps des élèves pour éviter au maximum qu'ils se croisent.
Ouais, ça, je pense que tout ça, ça va être rendu encore plus facile par l'intelligence artificielle. Notamment aussi peut-être tout ce qui est data science, la gestion d'énormément de données pour en tirer du sens. Donc, quand on pense à une épidémie, il y a énormément de données sur où c'est qu'il y a plus de gens malades, comment ça se passe, leur trajet. Tout ça permet d'anticiper des choses dans le futur. Super, bah, voilà, merci encore de ta participation. C'était super intéressant, plein de choses que je connais pas dans ce domaine, donc j'ai beaucoup appris. Et ça me permet aussi d'être un peu plus rassuré parce que j'avais tendance à me dire que plus la barrière d'entrée à la biologie synthétique en général, à l'EBC et tout ça, ça allait créer des situations où ben, des tarés comme les gens de la secte japonaise, ben, il y en aurait qui allaient se multiplier finalement. On allait finalement se retrouver avec, dans un monde où les bioterroristes sont beaucoup plus nombreux. Mais en fait, il y a quand même des moyens de se prémunir de ça. Alors, voilà. Et je pense que même si ça fait peur, en tout cas, le scénario catastrophe, pandémie artificielle vraiment dangereuse, de type 60% de mortalité ou autre, qui se répand partout, c'est terrifiant. Il suffit de regarder, je sais pas, le film Contagion, par exemple. Je sais pas si c'était quoi, parce que bon, je pense que tu as aussi lu le livre The Precipice de Toby Hord. Ah, je l'ai, oui. Sa probabilité de risque, qu'une pandémie artificielle ou que les biorisques en général cause l'extinction de l'humanité d'ici la fin du siècle. Il me semble qu'il a donné un pourcentage là-dessus. Alors, il me semble que pour les pandémies naturelles, c'était à moins de 0,1%, alors que pour les pandémies artificielles, ce serait genre 2 ou 3%, quelque chose comme ça. C'est resté élevé, mais oui. C'est difficile de savoir quoi penser de pourcentage comme ça. Moi, 2-3% de risque, par exemple, de se cracher en avion, je ne prendrai jamais l'avion. C'est sûr qu'on est vulnérable. Ce siècle, il y a beaucoup de risques. Sachant qu'encore une fois, même pour des spécialistes mal intentionnés, ça reste compliqué de modifier des virus. C'est vrai que je l'avais pas forcément dit, mais la plupart des virus ont des génomes avec des séquences des gènes qui se superposent. C'est-à-dire que si on modifie un gène, on a beaucoup de chances de modifier aussi d'autres gènes et donc de rendre le virus non fonctionnel. Ouais, donc il y a quand même plusieurs points d'échec, on va dire, dans la tentative de créer un virus très dangereux et de le propager et tout ça. Le plan du méchant de James Bond semble être compliqué. Oui. Ça marche, mais merci encore. Bonne continuation. Je pense que ton travail il est super. Et donc, tu es aussi, ouais, on a parlé un petit peu des déficiences au début. Hein, tu donnes toujours des séminaires sur les biorisques. Oui, on a eu la première session du séminaire qui s'est très bien déroulée et on aura une deuxième session au semestre prochain, toujours à l'UNSU. Et sinon, on prévoit toujours d'organiser des conférences en lien avec la biosécurité et éventuellement de publier des articles. Je transmettrai tout ça en tout cas dans les commentaires. Super. Un réseau mondial de connaissances et l'engagement de vous accompagner à toutes les étapes de vos projets. De la recherche à la conception, en passant par la maintenance, Farnell, une équipe de confiance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fr.farnell.com.